La France a bombardé ce matin un aérodrome libyen au Tchad. 1500 militaires français sont par ailleurs attendus à N'Djamena. Kadhafi met les puces. 1 million d'opposants descendent dans la rue pour désavouer Marcos aux Philippines. Corey Aquino appelle à la désobéissance civile. Faux départ pour Bébé Doc. Il devait s'envoler pour les États-Unis. Washington n'en veut pas. Il est donc toujours à Talloires. Et puis victoire du Finlandais Kankkunen sur Peugeot dans le rallye de Suède. Ce sera l'un des titres de Stade 2 deuxième à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La France frappe au Tchad. Kadhafi lance un appel pour un arrêt immédiat des combats. Autrement dit, le message a été bien reçu. Ce matin à 8 h, les avions français ont donc bombardé un aérodrome construit par les Libyens dans l'extrême nord du Tchad. Depuis hier, on s'attendait à une action française. Je vous le disais d'ailleurs dès hier soir dans ce journal. La France a donc choisi de frapper fort et vite, alors que les premiers contingents de soldats français sont maintenant attendus sur place. Avant de revenir sur les conditions et sur les résultats du raid, le point de la situation en ce moment même à N'Djamena avec notre envoyée spéciale Patricia Coste qui vient de nous joindre par téléphone. Assurer la défense de l'aéroport de N'Djamena, c'est maintenant l'objectif numéro 1 des militaires français. Les fameux missiles Crotale, redoutables missiles solaires, avec une portée de 10 km, sont arrivés en pièces détachées par Transal de Centrafrique. Et ce soir, on peut dire que l'espace aérien au-dessus de l'aéroport de N'Djamena est inviolable. Ce qui veut dire que les Jaguars et leurs avions d'appui Mirage F1 peuvent, quand ils le veulent, venir maintenant se poser au Tchad, au cas où les Libyens se lanceraient dans des actions de représailles et qu'il faudrait répliquer. En complément, 200 hommes, commando de l'air et défense antiaérienne que nous avons vus tout à l'heure en pleine activité. Certains, en randonnion, inspectent les alentours de l'aéroport, d'autres déchargent les transals, enfin les derniers montent les batteries de missiles. Sous le soleil africain, ils sont pâles et fatigués, la plupart sont arrivés cette nuit. Cela ne les a pas empêchés de boucler cette opération défense dès ce soir. Tout est prêt maintenant. En attendant, d'autres transals français continuent leur rotation pour finir de livrer le matériel destiné aux forces d'Hissène-Habré. Oui, le dispositif militaire français va donc être renforcé. On n'en est pas encore à l'opération Manta, dans laquelle la France avait engagé 3000 hommes, mais plus d'1 1500 soldats français sont attendus en ce moment. Un engagement qui s'est donc précisé ce matin avec le bombardement d'un aérodrome militaire construit par la Libye à l'extrême nord du pays. François Cornet. Aéroport de Bangui en Centrafrique. 12 Jaguars de la force aérienne tactique s'apprêtent à décoller. Il est un peu plus de 5h30. Parmi ces 12 appareils, ceux basés habituellement à Dakar au Sénégal et à Libreville au Gabon. Mission des Jaguars, un raid aérien à basse altitude contre la base de Wadi Doum, implantée à 1600 km de Bangui dans le nord du Tchad et à 150 km au-dessus de la palmeraie de Faya-Largeau, bien au-delà de la ligne rouge. Objectif précis des Jaguars, la piste d'atterrissage de Wadi Doum, d'une importance capitale dans ce conflit tchadien. Une piste de 3800 mètres de long, fortement défendue par d'importants moyens solaires, missiles SAM-6 notamment. Après un ravitaillement en vol, les Jaguars, à basse altitude, vont attaquer. Ils vont larguer des bombes anti-pistes à grand pouvoir destructeur, spécialement conçues pour ce type de mission. Il est 8 h à Paris, l'opération va se terminer, l'objectif est atteint. Les Jaguars font demi-tour pour rentrer intacts à leur base Bangui. Après un nouveau ravitaillement en vol, les appareils vont se poser à 10h30 en Centrafrique. La piste de Wadi Doum a été construite en 1985, longue de 3800 mètres. Cette piste était capable depuis quelques mois de recevoir tous les types d'avions militaires. Elle était utilisée depuis le début de l'offensive en cours au travers du 16e parallèle comme plaque tournante du support des troupes engagées dans cette action. Dans le cadre des principes qu'elle a elle-même définis, la France manifeste ainsi sa détermination à aider le Tchad face à une intervention étrangère. Elle reste convaincue que seule une solution politique fondée sur le dialogue entre Tchadiens peut mettre fin à ce long conflit.
Vous venez d'entendre donc Paul Quilles. Il s'agit d'une opération militaire lancée contre un aérodrome lui aussi militaire. Les Libyens disent de leur côté civil. Et l'ambassadeur libyen à Paris a bien sûr une interprétation très personnelle des choses. Voici son interview. Ce que vient de dire le ministre de la Défense est tout à fait faux. D'abord, les pistes ont été construites avant les accords conclus avec la France. Mais ça a été achevé après ces accords-là, mais par le GUNT elle-même. Et le GUNT dispose d'avions militaires libyens? Non, pas du tout. Elle a ces petits avions, je crois qu'il a été montré. Dans les soldats qui ont été faits prisonniers au moment de ces batailles de ces derniers jours, il y a des Libyens. Et je crois que c'est... D'abord, certainement, c'est mensongère. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous connaissez la Libye? Est-ce que vous pouvez distinguer réellement où est Tchadien du Sud ou du Nord et les Libyens? Ce sont deux pays qui ont vécu ensemble. Notre option, c'était œuvrer à trouver une solution et ne pas aggraver la situation. Ce qui vient de faire la France... Aggraver la situation, vient de dire donc l'ambassadeur libyen. On a plutôt l'impression, Pierre Serra, ce soir, que cette opération française calme, est là pour calmer les ardeurs du colonel Kadhafi, en définitive. Bon, écoutez, les Jaguars français ont détruit une piste qui était le pivot de l'approvisionnement en armes et en matériel des forces qui viennent du Nord. Ça, c'est la première chose. Et au Tchad, vous savez, le problème est un problème de distance. Si ces forces n'ont pas d'appui logistique à partir de la Libye, eh bien, elles sont quasiment perdues dans le désert, et sans essence et peut-être même sans eau. Premier point. Sur le plan politique, le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance, s'il a jamais existé, n'existe plus entre Paris et Tripoli. Kadhafi soutient Goukouni Ouédé, qu'il considère comme le chef légitime du Tchad. La France, elle, le considère comme un rebelle et soutient dans sa capitale, N'Djamena, le président de la République en exercice, Hissène Habré. Deuxième point. Il reste qu'il faut noter que ces événements se produisent, et ce n'est sans doute pas un hasard, au moment où, si vous voulez, où le sommet des pays francophones s'ouvre demain matin à Paris, et qui concerne ce sommet plus particulièrement une certaine Afrique sur laquelle Kadhafi a des visées. Et puis ces événements aussi se produisent dans une période électorale. Et là, on peut penser que les Libyens escomptaient justement mettre un peu le gouvernement français dans l'embarras en l'empêchant de réagir valablement durant cette période. Mais là, c'est peut-être un mauvais calcul de leur part, parce qu'en période électorale, justement, la fermeté peut être payante. À condition que, justement, le bombardement de Wadi Boum ce matin ne soit pas un simple coup de semonce, mais un coup d'arrêt définitif. Et sans doute pourquoi on a frappé fort. Alors, est-ce qu'il y aura escalade? Là, c'est dangereux, parce que s'il y a enlisement militaire jusqu'aux élections, par exemple, alors là, oui, le problème risque d'être embarrassant pour le gouvernement français. Eh bien, curieusement, peu de réactions politiques sur cette affaire. Pierre Mauroy approuve cette opération. Et puis, du côté de l'opposition, à noter la réaction d'Édouard Balladur, qui fut secrétaire général de l'Élysée sous Georges Pompidou et qui pourrait être un éventuel ministre des Affaires étrangères si l'opposition l'emportait au mois de mars prochain, le 16 mars. Monsieur Balladur qui se déclare pleinement d'accord avec l'opération militaire française. C'était tout à l'heure sur RTL. Dans les circonstances que nous connaissons en ce moment, l'on ne peut pas envisager autre chose que ce que fait le gouvernement actuellement. Et je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui est une bonne décision. Je trouve aussi que dans l'ignorance où nous sommes de ce qui s'est passé entre le président de la République et M. Kadhafi il y a 2 ans, je crois, lorsqu'ils se sont rencontrés en Crète, nous ne pouvons pas juger exactement de ce qui avait été convenu entre eux. Mais le sentiment que l'on a, c'est que la Libye n'a pas tenu l'engagement qu'elle avait pris envers le président de la République et que pendant 2 ans, la France l'a accepté en quelque sorte, puisque la Libye a continué à occuper le nord du Tchad alors que la France s'était retirée du sud. Vous voulez suggérer que si elle ne l'accepte plus aujourd'hui, c'est pour des raisons de politique intérieure? Oh, pas du tout, non, je suggère ça absolument pas, non. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation au Tchad, après donc le bombardement français. D'autres précisions, d'autres informations dans notre tout dernier journal. Qui veut de bébé Doc? Pas grand monde apparemment. La France comptait sur les États-Unis pour s'en débarrasser. On a même dit un moment ce matin qu'il allait prendre un avion dès aujourd'hui pour Washington. L'Amérique qui n'en veut pas non plus, prétexte invoqué, Jean-Claude Duvalier n'a pas de visa. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout cela ne fait guère l'affaire de Paris à la veille de l'ouverture du sommet des pays francophones. Alors sur le remue-ménage de ces dernières heures, le compte-rendu de notre envoyé spécial en Haute-Savoie, puisque c'est là que réside actuellement bébé Doc, le compte-rendu de Roland Sicard. À Talloires, la mobilisation anti-Duvalier s'accentue. Cet après-midi, devant l'auberge de l'abbaye, plus d'100 de personnes, parmi elles Alain Krivine, venues manifester leur colère.
Une colère qui laisse Babidoc apparemment indifférent. Après avoir refusé de partir pour le Libéria, il a aujourd'hui accepté le principe d'un départ vers les États-Unis, mais à une condition, que Washington lui accorde officiellement le statut de résident permanent, ce qui semble pour l'instant exclu. En fait, l'ancien dictateur reste sur sa position, il entend prolonger son séjour en France. Il avait donc depuis déjà 2 à 3 jours sollicité le statut pour lui et toute sa famille de réfugié politique. En conséquence, aucune mesure tendant à lui faire quitter le territoire français ne serait juridiquement fondée. Alors est-ce que l'on sait combien de temps peut durer encore le séjour de Jean-Claude Duvalier en France? Écoutez, si les juridictions françaises me suivent, et je l'espère, le président Duvalier restera en France sans limitation de durée. La situation est donc claire. Si le gouvernement français veut se débarrasser de son hôte encombrant, il risque d'être contraint à une solution radicale, l'expulsion. Le syndrome de Haïti s'étend aux Philippines où l'opposition attaque très durement le président Marcos, élu officiellement hier, malgré une fraude massive avérée. Et comme pour bien marquer leur résolution, 1 million de personnes ont défilé dans les rues de Manille à l'appel de la rivale de Marcos, Cory Aquino, qui préconise maintenant la désobéissance civile. Philippe Lefebvre. Ils sont 1 million, ils ont voté une 2e fois pour Cory Aquino. À la même heure, Marcos est tout seul dans son palais devant la presse, de plus en plus seul. Marcos out, Marcos dehors, ce slogan est devenu le but du combat non violent engagé aujourd'hui par Cory Aquino et ses partisans. Désormais, contre la dictature, le nombre. Cory Aquino a présenté elle-même, devant une foule estimée à 1 million de personnes, un plan de désobéissance civile. Pour Madame Aquino, une seule ambition, briser chaque jour un peu plus le Goliath Marcos, en boycottant les banques, les industries contrôlées par les barons du régime, en ne payant ni les factures d'eau, ni les factures d'électricité. Cory Aquino n'appelle pas à la révolution violente, ce n'est pas le moment, dit-elle. Mais le message est clair, adressé à la fois à Marcos et aux Américains. Attention, j'ai le peuple derrière moi. Ronald Reagan lui-même semble enfin avoir pris la mesure de l'effet Aquino aux Philippines, en admettant après maintes et maintes tergiversations ce matin que la fraude était surtout du côté de Ferdinand Marcos. Même si rien n'est réglé aux Philippines, Washington prend finalement ses distances au plus haut niveau avec le dictateur de Manille. Il est peut-être déjà tard. À Manille, justement cet après-midi, on insultait Reagan et on déversé des ordures devant l'ambassade américaine. Certains bourbiers où se sont enfoncés les États-Unis se sont formés de la même manière au Nicaragua, en Iran, au Vietnam. Oui, gêné aux entournures, le président Marcos a toutefois consenti un geste aujourd'hui. Il s'est débarrassé de son chef d'état-major, le général Vert, impliqué dans le meurtre de Benigno Aquino, le mari donc de sa rivale Cory Aquino. Au Portugal, l'élection présidentielle entachée par un assassinat, celui du directeur des prisons, abattu à Lisbonne par un commando se réclamant du groupuscule d'extrême gauche FP 25 avril. Des élections qui se jouent au finish entre le candidat socialiste, Mário Soares, et son adversaire chrétien-démocrate, M. Freitas do Amaral. Un scrutin qui se joue sur les abstentions. Sur place à Lisbonne, Jean-Marc Ilouz et Pascal Stelletta. Eh bien, les jeux sont faits au Portugal, mais il est encore un peu tôt pour savoir qui finalement l'aura emporté dans les derniers mètres de ce 2e tour très passionnel des élections présidentielles. Le social-démocrate Mário Soares, plusieurs fois Premier ministre, il conduit une gauche classique, à la fois usée par le pouvoir et par ses divisions. Le chrétien-démocrate Freitas do Amaral, ex-ministre des Affaires étrangères, il promet le changement à la tête d'une droite unie et rajeunie. L'arithmétique du premier tour donnait la gauche majoritaire, mais tout n'est pas si simple. Bien sûr, Mário Soares semble pouvoir compter sur le soutien de dernière minute d'un parti qui a cherché à l'abattre par tous les moyens au premier tour, le puissant Parti communiste portugais. Mais dans cette élection serrée, la grande question ce soir à Lisbonne est de savoir pour qui a voté la pluie tombée en trombe toute la matinée. Il faut savoir en effet que jamais l'abstention n'a été aussi forte qu'au premier tour. Blasés des joutes électorales ou déçus des divisions de la gauche, les abstentionnistes ont été 25%. Autant dire que le prochain président du Portugal devra probablement sa victoire
à ceux qui auront finalement décidé de prendre un parapluie pour aller voter. Au Liban, le corps d'un otage juif libanais a été retrouvé à Beyrouth-Ouest. C'est le troisième à être ainsi abattu en moins de 2 mois par un mouvement obscur qui s'intitule l'Organisation des opprimés sur terre. Il y a aujourd'hui 150 Libanais de confession israélite qui vivent au Liban. L'hebdomadaire britannique l'Observer publie aujourd'hui des lettres d'Andrei Sakharov dans lesquelles l'académicien décrit les méthodes de la police secrète soviétique. Il y raconte notamment comment les membres du KGB l'ont alimenté de force alors qu'il poursuivait une grève de la faim. Le journal publie des copies de lettres écrites de la main de Sakharov et qui sont passées clandestinement à la famille du dissident, donc installée à l'Ouest. Ce sont ces lettres que vous voyez actuellement avec sa signature, donc Andrei Sakharov. Les petites phrases politiques du week-end, puisque le dimanche voit les ténors se succéder dans les diverses stations de radio. Ce soir, Pierre Mauroy était au club de la presse. Il a répondu à Georges Marchais qu'il avait attaqué très directement et qu'il avait attaqué le PS hier soir à Lyon. Monsieur Mauroy. Je comprends mal, comme beaucoup d'autres, l'attitude du Parti communiste. Le Parti communiste a semé avec nous, il a travaillé la terre, nous avons appliqué la réforme, nous avons appliqué la politique de rigueur qui était la condition de la modernisation. Et voilà que la récolte arrive, là, et puis le Parti communiste a lâché la rampe. Autrement dit, au fond, derrière les mots, et peu importe les mots, derrière les mots se pose la grande question suivante. Est-ce que les partis de gauche doivent rester éternellement les partis d'une révolution? Est-ce que le moment n'est pas venu en cette fin de XXe siècle que les partis de gauche deviennent au contraire des partis de gouvernement, des partis de pouvoir? Au fond, la grande question qui se pose, c'est l'exercice du pouvoir. La pré-campagne électorale a vu le triomphe des petites phrases politiques. À partir de demain, Antenne 2 va mettre de l'ordre dans tout cela, puisque nous entamons dans cette édition de 20h un journal spécial élection concocté par notre service politique. Vous y retrouverez les petits et les grands mots, MOTS, qui ponctuent la campagne électorale. Vous y retrouverez aussi les petits et les grands mots, MAUX, qui sont au centre de l'élection. Mais vous y verrez également de nombreux reportages, portraits, chroniques et commentaires. Un journal spécial élection que nous présente ce soir Paul Amar, chef du service politique. Législative 86, un journal conçu comme un véritable feuilleton avec ses acteurs, les hommes politiques. Heureusement que la région lyonnaise permet de se sustenter avec du très bon saucisson et un excellent Beaujolais. Avec ses coulisses. Alors, est-ce que vous pouvez en 2 minutes essayer de faire passer ce message? En France, aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs. Avec ses intrigues. Où trouve-t-on cet argent, à votre avis? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander, hein. Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai jamais donné. Mais aussi ses sourires. Jack Lang, il est de droite ou de gauche? Il est de droite ou de gauche? Les temps forts de ce journal, les batailles les plus spectaculaires dans une trentaine de départements. Les dossiers les plus brûlants, chômage, sécurité, immigration, nationalisation. Le casse-tête du 16 mars, la cohabitation est-elle possible ou non? Nous lirons la Constitution. Enfin, en guise de supplément, le contrepoint de la campagne, loin des tréteaux et du vacarme électoral, l'humeur des Français. Moi, je vote RPR. Ah, ça, à la gauche. Secret. Ça ne regarde à personne. Législative 86, premier numéro demain dans notre journal de 20h. Voilà, la politique n'est pas la seule à occuper le pavé. Hier, c'était la fête qui avait envahi les jardins du Palais Royal à Paris. Le carnaval de Venise faisait le déplacement. Un échange de bons procédés puisque c'est à Paris. C'est Paris qui était allé à Venise l'année passée. Un bien joli bal costumé qui augure une série de manifestations qui se dérouleront dans les semaines à venir sous le titre Venise, porte de l'Orient. Une porte par laquelle se sont glissés hier soir Jean-Jacques Dufour et Noël Alexandre. Leur reportage. Vous ne m'empêcherez pas de penser que si l'habit ne fait pas le moine, en revanche, il aide considérablement à créer des ambiances. Hier soir, les jardins du Palais Royal avaient une allure 16e siècle, bien sûr, qui ne manquait pas de charme. D'autant que dans la grande tradition carnavalesque,
plusieurs centaines de musiciens, danseurs, comédiens se mêlaient au public qui pouvait entrer gratuitement à condition d'être masqué. Et voir le carnaval de haut. Quand on me demande comment vous voyez le carnaval, je dis je le vois de haut. Je veux pas aller à un carnaval sans jouer le jeu, sans être déguisé et masqué. Sinon, à part le déguisement et le masque C'est un autre monde, c'est somptueux, c'est magnifique. Mais vous seriez prêt à faire des folies, comme ça se faisait quand c'était une vraie fête païenne? Ah oui, nous, dès qu'il s'agit de faire des folies, on est là. À l'intérieur du grand chapiteau, on retrouvait parfois le côté paillard du carnaval vénitien dont la naissance est étroitement liée à la grande peste qui sema la terreur à la fin du XVIe siècle. Une façon comme une autre de transgresser la peur. Les musiciens du théâtre de la Fenice, qui étaient présents hier soir, seront également au théâtre des Champs-Élysées, qui programmera dans les jours qui viennent Othello de Rossini, des concerts et une soirée exceptionnelle avec les grands solistes qui débutèrent à la Fenice. Comme toujours, certains étaient enthousiastes, d'autres ronchons. Non, le dernier carnaval de suite remonte à 1937 et depuis il n'y a eu que des tentatives, alors il faut le réinstaurer définitivement. Je viens directement de Venise et ça c'est vulgaire, on n'a pas de place, c'est horrible ici, on va quitter ça tout de suite. Je ne sais pas s'il y est retourné, en tout cas il a eu tort de partir car il a raté le feu d'artifice, prélude à toute une série de manifestations vénitiennes dans la capitale, Parigi all'ora di Venezia. L'artificier du jour maintenant, Gérard Rolls pour Stade de deuxième. Et on commence par le rallye de Suède, qui est une affaire finlandaise. Bien bizarre tout cela. Finlandaise donc en naine. Exact. En Suède, les rois sont finlandais, les rois du rallye sont finlandais. Début du rallye en tête Salonen, ensuite Toivonen sur Lancia et finalement victoire de Kankkunen. Tout ça c'est en naine et tout ça ce sont les Finlandais. Et un bon coup pour Peugeot. Le lion rugit de nouveau. En effet, victoire de la Peugeot 205 Turbo 16, donc pilotée par Juha Kankkunen. Cela a permis à la firme de Sochaux de renouer avec la victoire. Peugeot, qui était champion en titre des constructeurs de voitures de rallye, n'avait pas gagné depuis le rallye des Mille Lacs en août dernier. Ce rallye de Suède a été passionnant de bout en bout. Dominique Leglou. Ce n'est pas la Suède et ce n'est pas un rallye. Mais on peut commenter quand même ces images. Alors là, je vois un cheval finlandais quand même. Exactement, qui lève le bras d'ailleurs parce qu'il s'est mis au trot. Je pense qu'on va retrouver la cassette de ce rallye de Suède. Quelques télégrammes en attendant, Bernard? Écoutez, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Allons-y pour les télégrammes. D'accord, donc voile, bon baiser d'Australie. Pour Marc Pajot, son French Kiss a gagné aujourd'hui la 7e et dernière régate du championnat du monde des 12 mètres JI, c'est-à-dire jauge internationale. Le titre champion du monde donc des 12 mètres JI a été remporté par Australia 3, qui ne concourait pas d'ailleurs aujourd'hui pour cette dernière régate. Pajot termine 5e. Les chevaux ont passé le poteau, on peut aller en Suède. D'accord. Le rallye de Suède, donc Dominique Leglou pour le commentaire avec la victoire de Kankkunen sur la Peugeot 205 Turbo 16. Le soleil se lève, la nuit tombe, les événements se bousculent, tout est à l'envers dans ce début de saison. Peugeot avait dominé 85 avec 7 victoires et c'est Lancia qui s'imposait au Monte-Carlo pour l'ouverture avec Henri Toivonen. En Suède, on attendait une revanche de Timo Salonen. Et l'on a découvert Juha Kankkunen, un autre Finlandais âgé de 27 ans. Seule conclusion dont on peut être sûr, Peugeot a bien relevé le défi Lancia. Aujourd'hui, après 2 rallyes, Peugeot égalise à 1 victoire partout. Chassé-croisé parfait, Lancia Peugeot. Quand ils ne sont pas premiers, ils sont seconds. Voilà qui laisse peu de place à la concurrence. Audi Usine, absent en Suède, semble déjà résigné. Seul élément possible de perturbation du duel, la présence de Ford et de sa RS 200. Pour sa première participation, Ford a pris la 3e place. Voilà qui promet, d'autant que Juha Kankkunen, en prenant la première place chez les pilotes, est bien décidé à la conserver. Voilà, maintenant du jeu à 13, du ballon ovale avec un 10 sur 10 franco-britannique. Oui, exact. 10 sur 10, c'est le score du match entre les Français et les Britanniques et les Anglais cet après-midi à Avignon. C'est un match qui comptait pour la Coupe du Monde de jeu à 13. En athlétisme, cross de notre confrère l'équipe au Tremblay cet après-midi. Le temps parfait pour courir, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid, avec un petit rayon de soleil en plus. Le sol un peu dur, assez bosselé, ce qui n'est pas bon pour les chevilles. Beaucoup de public pour suivre les coureurs, et en particulier cet homme détaché, c'est Vincent Rousseau.
Mais on attendait surtout le Portugais Mamédé, là, en maillot vert rayé. Et il y a eu donc en tête, entre le super favori Mamédé et Rousseau, vous le voyez, un chassé-croisé et une très belle bataille. Finalement, c'est le coureur belge qui va gagner. Il est en super forme, Rousseau avec le maillot rouge. 13 courses gagnées sur 15 épreuves auxquelles il a participé depuis le début du mois de décembre. Victoire donc de Rousseau au sprint devant le Portugais Mamédé. Maintenant des records en salle, c'est en Allemagne de l'Est. Exact, athlétisme. Meilleure performance mondiale en salle sur 100 yards pour l'Allemande de l'Est, Eike Drechsler-Daute. 10,24 sur 100 yards donc, et meilleure performance, pardon. Comment elle s'appelle? Eike Drechsler-Daute. Et puis, meilleure performance mondiale en salle chez les hommes, chez les messieurs, pour Stefan Brigman, le 100 yards en 9,50. En ski, coucou, revoilà Cathy. Catherine Quittet a gagné aujourd'hui le championnat de France de descente à Champs-Rousse. Et puis en ski de fond, cette fois, deuxième victoire dans la transe jurassienne du Suisse Konrad Allenbarter. Cyclisme, Tour méditerranéen, troisième étape, on attendait Van der Arden et ce fut Urruti. Victoire en effet dans cette troisième étape, arrivée à Montpellier, de l'Espagnol Modesto Urruti Beascoa. Il est basque. Et puis il y avait du football, la Coupe de France. La Coupe de France, on termine avec ça. Pas de surprise, mais il faut saluer les belles performances de Mulhouse et de Blénaud. En 16e de finale match aller, Mulhouse qui a battu Nice à Nice 1-0 vendredi, et puis Blénaud qui a battu 7-3-0 aujourd'hui. Et puis les petits qui font de la résistance, il faut aussi les saluer. Évry et Tours 0-0, Pont-Saint-Esprit Marseille 0-0. Mais on attendait beaucoup à Saint-Ouen le match entre Red Star et Bordeaux. Olivier Ray était pour nous à Saint-Ouen. Privés de Rohr, Lacombe, Spetch et Giresse, les Girondins de Bordeaux ont tout de même réussi cet après-midi à s'imposer face au Red Star, soutenu par 15 000 supporters. Les attaquants parisiens attaquent, mais Dropsy pour Bordeaux fait bonne garde. Et ce sont les Bordelais qui se montrent rapidement les plus dangereux, avec notamment un tir très puissant de René Girard que le maçon repousse difficilement. À la 26e minute, les Bordelais sont même à deux doigts d'ouvrir la marque. Sur ce centre de Lassagne, Anini trop court manque la reprise. 3 minutes plus tard, la réussite est au rendez-vous pour Bordeaux. Sur un mauvais renvoi du défenseur parisien Drouillat, Anini récupère le ballon et trompe le maçon. Ce but est suffisant pour Bordeaux, qui est pratiquement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. La grille parfaite du loto sportif numéro 26, à mon avis, il doit y avoir peu de gagnants avec 16 bons résultats, étant donné en particulier cette victoire de Blénaud, donc 3-0 à 7. Mulhouse aussi qui a gagné à Nice, voilà. Je vous la laisse regarder pendant quelques secondes parce que beaucoup de téléspectateurs nous ont téléphoné dans Stade 2 pour la revoir une seconde fois. C'est important, ce loto sportif, c'est pratiquement 5,5 millions à 6 millions de bulletins validés par semaine en ce moment. Le résultat de Blénaud est intéressant, effectivement. Oui. Les résultats du tiercé, maintenant qui se courait aujourd'hui en Suède, non à Vincennes, les trotteurs, à défaut de galopeurs, pour cause de gel finlandais, combinaison gagnante 19, 7 et 10, voilà l'arrivée de cette course que vous avez déjà vue tout à l'heure. Des rapports plus que modestes, puisque 5 francs placés dans l'ordre rapportent 992 francs 50, et la même somme placée dans un ordre différent ne rapporte plus que tout petit 198 francs et 50 centimes. Et puis nous arrivons à la météo, maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et c'est le schéma classique. Nous avons affaire à une dépression qui est située au large de l'Atlantique, mais elle est peu active. Alors si vous le voulez bien, nous l'appellerons dépressionnette. Ce qui est remarquable sur la photo satellite, c'est qu'on voit très bien le mouvement tournant qui s'organise autour de la dépression, qui remonte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors demain, c'est ce système qui va remonter sur notre pays, mais vous le remarquerez, il est peu organisé. Tant mieux pour nous, ça nous donne beaucoup de nuages, mais peu de précipitations. Regardez sur la carte, les nuages se situeront surtout sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le bassin parisien, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, région Rhône-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Il y aura peut-être des orages partout ailleurs, du beau temps au nord, du beau temps au centre, sur le sud, mais encore un peu d'instabilité sur l'Aquitaine. Côté température, la hausse est spectaculaire, plus de négatives. Regardez les températures de 1 à 8 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud. On a même enregistré 19 degrés cet après-midi à Biarritz. Demain, lundi 17 février, le soleil se lèvera à 7h57, se couchera à 18h13. Ce sera la Saint-Alexis. Oui, toujours lumineuse, Brigitte était scintillante ce soir. Dernier journal, Daniel Lecomte aux environs de 23h45. C'est tard. N'oubliez pas non plus à 6h45, Télématin. C'est demain, la semaine reprend comme de coutume. Et à 20h, ce fauteuil sera encore tout chaud pour accueillir Claude Sérillon. Bonsoir, à la semaine prochaine.
Merci.